Donc bonjour à tous, et donc aux auditeurs qui sont venus encore nombreux aujourd'hui, merci, et ainsi qu'aux internautes qui nous suivent via les enregistrements. Et donc bienvenue à ce 7e et avant-dernier cours du cycle sur les structures de contrôle. Aujourd'hui on va parler de typage, et en particulier de typage statique des effets. Donc un petit rappel sur le typage statique dans les langages de programmation. Donc c'est un moyen qui est très répandu pour garantir des propriétés utiles des programmes par analyse statique, c'est-à-dire avant l'exécution du programme. Alors la propriété typique, c'est l'intégrité des données, des structures de données. Le programme ne va pas faire d'erreur à l'exécution liée à une mauvaise utilisation des données. Par exemple, une fonction qui renvoie une paire alors que son appelant attend un triplet, ou un code qui construit un enregistrement et oublie d'initialiser certains champs. Un autre type de garantie que le typage statique, l'analyse statique peuvent garantir, c'est l'exhaustivité du contrôle. Pensez par exemple au filtrage, aux définitions par cas dans des langages comme Camel ou Haskell, où, connaissant le type de la valeur qui est filtrée, le compilateur peut vérifier que toutes les formes possibles sont bien traitées, qu'il ne manque pas de cas. Et une des questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec les exceptions? Est-ce que toutes les exceptions levées vont être rattrapées? Est-ce que tous les effets algébriques vont être gérés? Et puis, il y a une troisième famille de propriétés qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui, qui est de garantir la terminaison des calculs. Donc ça, c'est essentiel pour les formalismes logiques, comme Coq, Lean, Agda, etc., qui sont obtenus par correspondance de Curry-Howard à partir de langages fonctionnels typés. Donc il est essentiel que le langage fonctionnel typé en question ne contienne pas de programme qui diverge, parce que, par exemple, un terme de preuve qui diverge peut prouver, entre guillemets, n'importe quelle proposition, y compris l'absurde. Bon, mais ça, c'est pas très pertinent pour les langages de programmation, dont la plupart sont Turing complet dès le départ, ont déjà la récursion générale, et donc on n'a aucun espoir de pouvoir vérifier statiquement l'absence de boucle infinie. Et puis, le typage statique, ça a aussi un autre rôle, qui est de décrire l'interface de composants logiciels. Donc des fonctions, des classes, des modules, bibliothèques, et de jouer le rôle d'une espèce de contrat entre l'implémentation de ce composant et ses utilisations. Et de ce point de vue-là, il ne doit pas trop révéler de détails sur l'implémentation afin de permettre à celle-ci d'évoluer. Donc là, le typage se comporte plutôt comme une barrière d'abstraction, en fait, entre le code et ses utilisateurs. Et donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions qui se posent lorsqu'on prend un langage typé et qu'on lui ajoute des structures de contrôle avancées, comme les exceptions, les opérateurs de contrôle, call CC, etc., les effets algébriques et leurs gestionnaires. Donc la première question, qui est relativement facile, c'est est-ce que le typage statique classique, celui qui s'intéresse surtout à l'intégrité des données, continue à garantir l'intégrité des données? En d'autres termes, quel type on va donner à ces structures de contrôle dans ces systèmes de typage statique? Et la deuxième question, qui est plus difficile, c'est est-ce qu'on peut enrichir le typage statique classique pour garantir l'exhaustivité du contrôle, par exemple que toutes les exceptions sont bien gérées? Et donc, commençons par la première question, donc le typage des valeurs, l'intégrité des données en présence de structures de contrôle avancées. Alors, commençons par un petit langage fonctionnel avec des exceptions. D'accord, donc on a les constructions raise pour lever une exception, la construction try with pour gérer. On a donné des sémantiques opérationnelles à ce langage au début du cours précédent, je crois. Et alors comment on va faire pour le typer à la manière des langages de la famille YAML, à la manière de Camel? Eh bien, on se donne un type EXN, des valeurs d'exception, et puis ces deux règles de typage. Donc si on peut montrer que E a le type EXN, E c'est l'expression c'est la valeur de l'expression qu'on va lever, donc si E a le type EXN, alors raise de E est bien typé et a le type tau pour n'importe quel type tau. Et pourquoi ça? Parce que raise de E ne revient jamais, d'accord, ne va jamais renvoyer une valeur, et donc on peut prétendre qu'elle appartient qu'elle a tous les types possibles. Et l'alternative, telle par exemple que c'est fait en Camel, c'est de présenter raise comme une fonction prédéfinie de la bibliothèque standard de type pour tout alpha, EXN, flèche alpha. Je prends une valeur d'exception et je renvoie
n'importe quoi, parce que je renvoie rien en fait. Et la deuxième règle, c'est pour le try with, donc le gestionnaire. Donc à quelles conditions est-ce que try E1 with x flèche E2 a le type tau? Déjà, si E1 ne lève pas d'exception, ce sera sa valeur qui va être envoyée, donc E1 a forcément le type tau. Et si E1 lève une exception, c'est E2 qui va être évalué et sa valeur renvoyée. Donc E2 a forcément le type tau. Et maintenant, la variable x ici est liée à la valeur de l'exception, donc elle a le type EXN. Voilà, donc c'est vraiment très simple comme typage, et reste la question de comment est-ce qu'on déclare une exception, une nouvelle exception. La vision fonctionnelle, la vision camel des choses, c'est ajouter un constructeur au type EXN, donc c'est un type algébrique, un type avec des constructeurs, et on peut ajouter des constructeurs a posteriori. Et puis il y a une vision plus orientée objet, qui est déclarer une exception, c'est définir une sous-classe du type EXN. Bon, EXN s'appelle throwable en Java, mais c'est la même idée. Donc voilà, un typage très simple, et c'est pas difficile de montrer qu'il garantit la sûreté, donc le fait que les valeurs manipulées par le programme sont bien d'accord avec leur type, qu'une expression de type int va toujours s'évaluer en un entier et pas en une chaîne de caractères. Donc ça, on peut faire cette démonstration directement en utilisant la sémantique à réduction sous contexte, qu'on a vu au 5e ou au 6e cours d'ailleurs. Et l'autre possibilité, c'est de s'appuyer sur la transformation ERS, donc Exception Returning Style, qui je crois était plutôt au 6e cours, et donc rappelez-vous, c'est une transformation qui prend un programme avec des try with et des raise et qui le transforme en un programme fonctionnel pur, en codant dans les valeurs de retour des fonctions et des expressions le fait qu'elles ont levé une exception ou pas. Et en fait, on peut montrer que cette transformation préserve le typage au sens où, donc si l'expression d'origine E a un type tau, alors ça a transformé ERS, Exception Returning Style, à le type tau plus EXN, donc enfin, tau étoile plus EXN, donc soit c'est une valeur d'exception, soit c'est une valeur de type qui est presque tau, mais pas tout à fait. Donc il y a une traduction des types de valeurs qui s'effectue, au sens où si tau est un type de base, comme int, alors vous allez bien obtenir int plus EXN, mais si tau est un type flèche, sigma flèche tau, les types de fonctions sont modifiés aussi. Les fonctions maintenant prennent une valeur de sigma étoile et renvoient une somme tau étoile ou exception. Donc voilà, donc ça c'est un moyen simple de montrer la sûreté de ce typage et aussi de mieux comprendre la transformation ERS au niveau des types. Et un petit miracle se produit, c'est que ce typage il s'étend très naturellement aux effets définis par l'utilisateur et aux gestionnaires d'effets. Donc comme on l'avait déjà esquissé, donc au lieu d'avoir un type prédéfini EXN des valeurs d'exception, on a maintenant un type prédéfini alpha F, donc un type F avec un paramètre de type alpha. Donc c'est le type des valeurs d'effet qui renvoie une valeur de type alpha. La différence entre un effet et une exception, c'est qu'on peut revenir, après avoir lancé l'effet, on a une continuation qui permet de le relancer sur certaines valeurs, et donc il faut garder trace du type de ces valeurs-là, et c'est le but de ce paramètre alpha. Et comme pour les exceptions, déclarer un effet, c'est ajouter un constructeur au type alpha F. Et maintenant, donc les deux constructions de base, c'est perform et handle. Donc perform, c'est la levée d'un effet. Et maintenant, donc ça a le type tau, si l'expression E s'évalue en un effet tau F, avec le même tau ici. Et maintenant, pour la gestion, rappelez-vous, on évalue E, et si E termine normalement, on transforme sa valeur avec le gestionnaire ERET, et si E lève un effet, alors on le gère avec le gestionnaire EF. Donc, le résultat de cette construction est type tau. E peut être d'un type sigma différent, puisque on va transformer sa valeur avec ERET. Donc forcément, ERET doit passer de sigma à tau. Sigma, le type de l'expression gérée. Tau, le type après gestion. Et ce qui est un petit peu plus délicat, c'est le type du gestionnaire d'effet. Donc c'est une fonction qui va recevoir l'effet et la continuation en argument. L'effet, son type est inconnu, donc c'est alpha f pour un certain alpha, donc il va falloir que la fonction soit polymorphe en ce type de l'effet. Et la continuation, c'est une continuation délimitée qui part du point où on a fait perform,
donc c'est un point qui attend une valeur de type alpha, et qui revient jusqu'à la fin du gestionnaire, donc doit produire un truc de type tau. Donc la continuation, elle est forcément type alpha flèche tau, et puis la valeur envoyée par le gestionnaire d'effet EF doit être aussi de type tau. Donc voilà, une extension assez simple de ces règles de typage pour les exceptions qui nous donnent les gestionnaires d'effets. Alors, continuons notre tour d'horizon. Quid des opérateurs de contrôle plus classiques comme call.cc. Alors, je vous rappelle la sémantique de call.cc. Call.cc lambda_k.e, donc ça capture la continuation non délimitée qui va donc du point de retour du call.cc jusqu'à la fin du programme. Cette continuation, elle est liée au paramètre k, ici. L'expression e est évaluée. Si elle termine normalement, la valeur de e est la valeur du call.cc tout entier. Et si e invoque la continuation k sur une valeur v, son exécution se termine abruptement. Et tout se passe comme si le call.cc tout entier avait envoyé la valeur v. La continuation k appliquée à v, ça fait reprendre l'exécution à la fin du call.cc jusqu'à la fin du programme. Et si on traduit ce que je viens de vous dire en termes de type, on obtient naturellement ce type-là pour l'opérateur call.cc. Donc pour tout type alpha, donc alpha étant le type du résultat de l'expression call.cc, il faut aussi que ce soit le type de l'expression e, dans le cas où e termine normalement. Et la continuation, k, c'est une continuation qui attend une valeur de type alpha pour se déclencher. D'accord. Et donc là, j'ai juste marqué ça comme alpha compte, type des continuations donc, qui vont attendre une valeur de type alpha. Donc ça nous donne ce type pour call.cc. Et maintenant, alors c'est quoi alpha compte? Traditionnellement, c'est un type de fonction qui ne revient jamais. D'accord. Parce que lancer la continuation, c'est aussi arrêter le calcul courant. Et donc vous pouvez le définir comme alpha flèche empty, où empty est le type vide. Ça prouve qu'on ne va jamais revenir avec une valeur, puisqu'il n'y a pas de valeur dans le type vide. Vous pouvez mettre aussi alpha comme alpha flèche pour tout bêta, bêta, ce qui est une autre manière d'écrire le type vide, parce qu'il n'y a pas de valeur qui a tous les types. Et si vous êtes un logicien, vous allez voir tout de suite que vous allez dire, mais non, alpha compte, c'est la négation de alpha. Alpha flèche empty, c'est alpha flèche faux. C'est donc la négation constructive de alpha. Et donc, évidemment, le type de call.cc, c'est la loi de Clavius. Si non alpha implique alpha, implique alpha. Bon, mais je ne vais pas faire de logique aujourd'hui, je vais rester au niveau des langages de programmation. Et il y a une troisième manière de présenter alpha compte, qui est celle utilisée en Standard ML au New Jersey, qui était le premier dialecte ML, le premier langage de la famille ML à avoir des continuations comme valeur de première classe. Donc en SML-NG, compte est un type abstrait, mais la bibliothèque standard fournit un opérateur throw pour appeler une continuation. Et donc throw prend une alpha compte, une continuation qui attend une valeur de type alpha, une valeur de type alpha, et ne revient jamais. Donc renvoie une valeur de type bêta pour tout bêta. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que ce typage est sûr? Alors, là, je parle pour le moment de typage simple, sans polymorphisme. On va voir le problème avec le polymorphisme juste après. Alors là aussi, on peut faire une démonstration directe de sûreté en utilisant la sémantique à réduction sous contexte, qu'on a vu au 4e cours. Mais là aussi, on peut s'appuyer sur une transformation de programme, à savoir la transformation CPS, Continuation Passing Style, la transformation en style à passage de continuation, qui, je vous rappelle, prend un langage qui peut contenir call.cc et vous produit des termes dans un langage fonctionnel pur. Et donc là aussi, on a un résultat de préservation du typage, donc si votre expression E a le type tau, alors ça transforme CPS, comme l'a dit plusieurs fois Olivier Danville dans son exposé la semaine dernière, à le type moralement tau flèche R flèche R. Alors R c'est quoi? R c'est le type résultat, c'est le type du programme tout entier. Donc la continuation, rappelez-vous la transformation CPS d'un terme, elle prend en argument une continuation qui attend la valeur du terme pour aller jusqu'à la fin du programme. Donc forcément c'est tau flèche R,
le type de la continuation, et puis la transformée CPS va finir par appliquer cette continuation et qui va nous emmener jusqu'à la fin du programme. Donc on a nécessairement un type de la forme tau flèche R, sauf que ce n'est pas tout à fait tau, une fois de plus, c'est tau si tau est un type de base, comme int ou bool, mais si c'est un type flèche, sigma flèche tau, il faut le transformer. Les fonctions ont elles-mêmes été mises en style CPS, et donc elles attendent un sigma étoile et un paramètre de continuation qui attend un tau étoile, qui attend le résultat de la fonction, pour produire le résultat du programme tout entier. Donc voilà l'effet de la transformation CPS au niveau des types. D'accord. Et alors j'ai pris des précautions oratoires pour parler de typage simple. Le fait est qu'il y a un petit problème avec le polymorphisme, en tout cas le polymorphisme paramétrique à la manière des langages ML ou Haskell. Donc petit rappel là-dessus, dans ces langages, une valeur liée par let peut recevoir un type polymorphe. On appelle ça un schéma de type. C'est un type où c'est avec des variables quantifiées universellement. Par exemple ici, si je fais let x égale la liste vide elle a le type alpha list pour tous les types alpha, et donc je peux lui donner ce schéma de type pour tout alpha alpha list, qui va me permettre ensuite d'utiliser x à plusieurs types. Ici, je vais à plusieurs instances de ce schéma. Ici, je l'utilise avec alpha égale int, donc j'utilise la liste comme une int list, une liste entière, et donc je peux concer 12 devant. Et là, je l'utilise avec le type string list, et donc je peux faire hello cons x. Et tout ça est parfaitement sûr. En revanche, ce n'est pas sûr, par exemple, si vous ajoutez des références, donc de l'état mutable. Une référence en Camel, c'est une cellule d'indirection mutable, c'est un tableau à une case, si vous voulez. Et si vous faites la même généralisation naïvement pour cet exemple, eh bien, vous avez un programme qui plante. Donc là, on initialise f, on a une référence initialisée avec la fonction identité, qui est une fonction polymorphe. Et on va l'utiliser f avec le type int flash int ref, donc en stockant une fonction des entiers dans les entiers dedans, et puis avec le type string flash string ref en l'appliquant à la chaîne hello. Et donc on voit bien que ça ne doit pas passer le typage, parce que si ça passe le typage, on se retrouve à faire hello plus 1, ce qui est une erreur de type à l'exécution, un plantage à l'exécution. Donc f ne doit pas recevoir un type pour tout alpha, alpha flèche alpha ref. Et ça, il y a plusieurs manières de l'assurer, mais celle qui est utilisée dans les langages ML aujourd'hui, c'est la restriction de la généralisation aux valeurs. Donc on ne peut faire cette généralisation que si l'expression est syntaxiquement une valeur est déjà évaluée. C'est le cas de la liste vide, ce n'est pas le cas de la construction d'une référence. Bon. Et donc avec cette restriction, cet exemple est rejeté au typage comme il se doit. Et en fait, il y a un problème similaire avec callcc. Alors, pendant longtemps, on a cru que ce problème était vraiment spécifique à l'état mutable. Et puis, en 1991, donc Harper et Lillibridge ont trouvé un contre-exemple qui utilise uniquement callcc, pas d'état mutable. Alors, il est un peu compliqué, comme tout ce qui utilise des continuations, donc j'essaye de vous le raconter ici. On a un type alpha attempt, donc c'est une valeur de type alpha, c'est la valeur courante, et puis une fonction retry qui permet de relancer le calcul à l'aide de continuation avec une autre valeur courante. Donc retry est de type alpha flash unit. Comment on peut implémenter ça? Bien sûr, en capturant la continuation courante, callcc funk flash. Initialement, la valeur courante, ça va être la fonction identité, quelque chose de bien polymorphe, et le retry, c'est cette fonction, donc il prend une nouvelle fonction f, construit une nouvelle attempt avec comme valeur courante f, comme retry, toujours le même retry, et relance la continuation k sur cette nouvelle valeur de type attempt. Donc ça fait réexécuter la continuation avec une autre valeur courante. Et avec ça, si R reçoit le type polymorphe évident, donc pour tout alpha, alpha flash alpha attempt, ce code est bien typé, mais il finit par planter à l'exécution. R.current de hello à la première exécution, c'est bien, parce que R.current, c'est la fonction identité. En revanche, après le R.retry avec la fonction successeur, on redémarre exactement ici, juste après le in, avec R.current qui est maintenant la fonction successeur et qu'on applique à hello. Donc à nouveau, on a additionné une chaîne de caractères et un entier.
Voilà. Et donc, comme pour les références, la solution, c'est de restreindre la généralisation aux valeurs. Call CC de quelque chose n'étant pas une valeur, son type n'est pas généralisé. Et donc, ces deux utilisations de VR ne passent pas le typage. Et en fait, on peut identifier le même problème avec les exceptions, enfin, des exceptions locales. Excusez-moi. Sans la restriction de la généralisation aux valeurs, elle ne serait pas sûre non plus. Donc là, c'est un exemple, alors c'est une variante un peu de l'exemple précédent. Donc maintenant, je construis une alpha box, qui est une boîte qui a deux méthodes, deux fonctions. L'une, c'est cacher, donc ça prend une valeur de type alpha et ça la cache dans une fonction qui a un type très discret, unit flash unit, qui ne mentionne même plus alpha. Et expose, qui prend une de ces fonctions très discrètes de type unit flash unit et essaye d'en extraire une valeur de type alpha. Alors ça ne marche pas à tous les coups, donc c'est pour ça qu'on met alpha option. Et l'idée de cette boîte ici, c'est qu'elle va utiliser une exception pour faire passer la valeur en douce de hide vers expose. Donc on crée une exception locale de type A, et hide donc envoie la fonction qui lève l'exception E avec la valeur V qu'on lui a donnée, et expose lance la fonction f qu'on lui a donnée. Si elle retourne normalement, elle dit known, et si elle lève l'exception E de V, elle renvoie somme de V. Et donc, ce qui est amusant, c'est que makebox.expose de makebox.hide, c'est la fonction de 12, ça va vous renvoyer somme de 12, d'accord ? La valeur 12 va passer à travers l'exception et être renvoyée avec le même type. Bien. Mais s'il n'y avait pas la restriction de la généralisation aux valeurs, makebox aurait un type polymorphe pour tout alpha, alphabox, et du coup, ici, on se retrouverait avec un alpha option pour n'importe quel type option, et donc on pourrait transformer somme de 12 avec le type string option, ce qui est complètement faux. Voilà. Donc ces mécanismes de contrôle, call CC, exception, donnent aussi des moyens bizarres pour faire passer des valeurs derrière le typage, mais heureusement, la restriction de la généralisation aux valeurs nous aide. Et pour finir, donc, un petit mot sur le typage des continuations délimitées. Alors, les premières propositions, en particulier le shift et le reset d'Olivier Danvy et Andrei Felinski, sont en fait très difficiles à typer statiquement. Il faut des systèmes de type compliqués, j'ai renoncé à vous expliquer. En revanche, il y a des variantes qui, elles, rentrent beaucoup mieux dans ce schéma général on prend des types à la manière de ML et on ajoute éventuellement des déclarations préalables. Et donc une de ces approches, c'est l'approche dite CUP2, Capture Up To, de Gunther, Rémy et Ricky en 1995. Donc on se donne, une fois de plus, un type extensible, alpha prompt. Alors un prompt de type alpha, un prompt, ça va être plus ou moins un point de programme. Un peu une étiquette, disons, d'accord ? Et donc ça se présente sous la forme de deux fonctions, l'une pour délimiter la continuation et l'autre pour capturer la continuation. Donc délimiter la continuation, c'est set. Ce que ça fait, c'est que ça prend donc un prompt de type alpha, ça l'utilise d'une certaine manière comme étiquette pour évaluer cette fonction de type unit flash alpha, et ça renvoie la valeur alpha renvoyée par la fonction ou renvoyée par des continuations qui vont se brancher sur cette étiquette. Et CUP2, donc Capture Up To, de lambda k et de E, va capturer la continuation qui va donc de l'appel de CUP2 jusqu'au délimiteur set de P qui correspond, pour le même prompt P dans la pile d'appel. Donc cette continuation partielle délimitée, elle va être liée à K. Il va à ce moment-là revenir au niveau du délimiteur set de P, donc arrêter le calcul courant, revenir au niveau du délimiteur set de P et finir en évaluant E. Et alors le typage de CUP2 est un petit peu plus subtil, donc il y a deux variables de type, alpha, donc alpha c'est le type du prompt, c'est le type attendu au niveau du délimiteur, et bêta qui est le type de retour de CUP2. Et donc la continuation délimitée, elle va de bêta vers alpha, d'accord, elle attend une valeur de type bêta et ensuite elle va revenir au niveau du set, si je ne m'abuse, et l'expression E
va être aussi évalué dans le contexte du set et donc doit aussi renvoyer une valeur de type alpha. Voilà. Donc, c'est essentiellement tout ce que je voulais vous raconter sur donc, le typage des valeurs en présence de structures de contrôle avancées. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'une certaine manière, ça se passe bien. Les extensions à effectuer sur des systèmes de type à l'AML sont mineures. Maintenant, passons à la deuxième question du cours d'aujourd'hui, c'est est-ce que le système de type peut garder trace des exceptions ou des effets et s'assurer qu'elles seront toutes rattrapées ou ils seront tous gérés. Alors il y a une longue tradition de design de langage de programmation donc, qui essaye de faire ça. Alors, il y a aussi une longue tradition de langage de programmation qui ne garantissent pas statiquement qu'une exception levée est toujours gérée. Donc c'est le cas des langages à typage dynamique, la famille Lisp, Python, mais c'est aussi le cas de langages statiquement typés comme la famille ML, Camel en particulier, mais aussi Ada, mais aussi C#. Et donc dans ces langages, un programme peut s'arrêter brutalement en cas d'exception levée et pas gérée. Ça s'appelle une uncode exception, exception non rattrapée. Et si je peux me permettre de me citer, enfin citer François Pessot, en 1998, notre expérience avec de gros programmes Camel, c'est que les exceptions non rattrapées sont le mode d'échec, le mode de plantage le plus fréquent des programmes donc Camel. Bien. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut essayer. Donc, c'est l'approche connue sous le nom de checked exception, c'est l'exception vérifiée. On va demander au programmeur d'annoter chaque fonction, chaque procédure, chaque méthode par un ensemble d'exceptions. Et on va vérifier statiquement, éventuellement dynamiquement, on va voir pourquoi, que toutes les exceptions que la fonction peut lever, directement elle-même ou via une des fonctions qu'elle appelle, et qu'elle ne gère pas elle-même, sont déclarées dans cet ensemble. Et un corollaire, c'est que si vous avez une fonction annotée par l'ensemble vide d'exceptions, elle ne va pas pouvoir laisser échapper aucune exception. Et donc si votre programme main est à l'ensemble vide d'exceptions, eh bien votre programme ne plantera pas sur uncaught exception. Et il y a une idée un peu plus générale derrière tout ça, c'est que les exceptions qu'une fonction peut lever font partie de son interface, au même titre que les types de ses arguments ou les types de ses résultats. Alors cette idée, elle apparaît, ou elle s'incarne, disons, pour la première fois dans le langage Clou, développé vers 1975 par Barbara Liskov et son équipe au MIT. Donc Clou est un des premiers, peut-être même le premier langage à avoir des exceptions, et il impose des exceptions structurées, et il impose une discipline stricte sur la manière dont on les utilise. D'abord, les types de fonctions de procédure doivent déclarer les exceptions qui sortent, qui peuvent sortir, et ces exceptions qui peuvent sortir doivent être gérées par la fonction appelante. Donc il n'y a pas de propagation implicite de l'appelant vers l'appelant de l'appelant vers l'appelant de l'appelant de l'appelant jusqu'à trouver un gestionnaire. Les exceptions doivent être gérées un cran au-dessus. Ceci dit, l'appelant peut lui-même choisir de relancer l'exception pour qu'elle passe un cran plus haut, mais ça demande du code explicite. Donc une utilisation qui est très contrôlée par les types. Alors voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un exemple que je tire de l'article de Liskov et Snyder. Eux-mêmes reconnaissent qu'il est un peu artificiel. Donc c'est une procédure sign qui prend un entier x. Si x est strictement positif, elle est renvoyée comme résultat. Si x est égal à 0, l'exception 0 est levée, signalée. Donc ils n'appellent pas ça des exceptions, ils appellent ça des signaux. Et si x est strictement négatif, l'exception neg est levée avec x comme argument. Et donc ça oblige de déclarer que la fonction sign peut lever l'exception 0 sans argument et peut lever l'exception neg avec un argument de type entier. Et alors, une des raisons peut-être pour cette sémantique très stricte, c'est l'implémentation qui était envisagée pour Clou, était essentiellement avec des points de retour multiples, comme en Fortran 77, si vous vous souvenez du deuxième cours. L'idée, c'est qu'en fait, cette fonction, elle va recevoir deux paramètres supplémentaires. Elle va recevoir en fait trois adresses de retour. Il y a l'adresse de retour normale, il y a, comme toutes les fonctions, et il y a une adresse de retour spéciale pour le cas levé du signal 0 et une adresse de retour spéciale pour le cas levé du signal neg. Et du coup, l'appelant doit passer en argument supplémentaire des points de programme qui vont gérer ces trois sorties possibles. Bon. Donc c'est plutôt élégant. Là où ça devient un petit peu étrange, c'est donc qu'est-ce qui se passe si une fonction laisse échapper une exception qui n'est pas déclarée dans sa cause signals? On pourrait rejeter la fonction au moment de la compilation, d'accord, au moment du typage, mais ce n'est pas ce qui a été choisi dans Clou.
ils ont plutôt choisi de transformer, dans ces situations, de transformer l'exception en une erreur fatale, une erreur qui arrête le programme et qui branche au debugger typiquement. Alors ça, c'était au début, et puis après, ils ont dit non, finalement, c'est quand même bien de pouvoir gérer ça, donc on va la transformer en une exception spéciale, qui s'appelle failure, et qui, elle, se propage sans avoir à être déclarée. Bon. Et alors pourquoi ne pas vérifier à la compilation que les déclarations sont exhaustives ici? C'est parce que les concepteurs de clous voulaient permettre aux programmeurs de ne pas déclarer ni gérer des exceptions qui sont impossibles par conception. Par exemple, ici, vous utilisez une pile, vous testez que la pile n'est pas vide, et vous faites pop sur la pile. Alors l'opération pop, elle peut lever l'exception pile vide, d'accord, c'est déclaré dans sa signature, mais là, vous êtes certain, entre guillemets, que ça ne va jamais arriver. Et donc, les concepteurs de clous ne veulent pas obliger le programmeur soit à gérer l'exception pile vide, qui ne va jamais se produire, soit à déclarer qu'elle peut sortir, puisque ça ne va jamais se produire non plus. Et donc, leur idée, c'est que l'exception pile vide ne doit jamais sortir, et si jamais elle sort, ça veut dire qu'il y a un gros problème dans l'implémentation de vos piles, et autant faire une erreur fatale et tomber tout de suite sous debugger. Bon, c'est une logique, et c'est une logique qu'on va retrouver en C++, 15 ans plus tard. Donc les exceptions sont ajoutées à C++ vers 1990, avec un modèle plus classique de propagation automatique des exceptions des appelés vers les appelants, jusqu'à ce qu'on tombe sur un gestionnaire. Et au moins donc, dans le C++ des années 90, on peut déclarer en option un ensemble de types d'exceptions sur les fonctions, sur les méthodes. Et donc ce sont des exceptions qu'elles peuvent lever ou que leurs appelés peuvent lever. Et donc ici, j'ai une fonction f qui peut lever les exceptions de la classe myException et de la classe SomeOtherException. En revanche, il n'y a pas de close throws, ça veut dire peut lever n'importe quelle exception. Il faut mettre explicitement une close throws vide pour dire lever aucune exception. Et quelle est la sémantique de ce truc-là? Donc là non plus, il n'y a aucune vérification statique. J'ai eu beau mettre plein d'options de warning sur la ligne de commande de GCC ou de Clang, j'ai jamais réussi à leur faire dire attention, il y a peut-être une exception qui sort alors qu'elle ne devrait pas. Et qu'est-ce qui se passe si une exception s'échappe sans être déclarée, s'échappe d'une fonction qui a une close throws et n'est pas dans la close throws? Elle est transformée en erreur fatale, ou presque. Elle est transformée en appel à une fonction std unexpected, qui peut plus ou moins être redéfinie quand même pour faire autre chose qu'une erreur fatale, mais bon. Et donc ici, par exemple, donc ma fonction f déclare correctement son exception, qu'elle peut lever, mais la fonction g appelle f en déclarant qu'elle ne lève aucune exception. Et si maintenant j'appelle g sur une valeur négative, f lève une exception, cette exception est rattrapée par g et transformée en erreur fatale. Voilà. Vous vous rendez bien compte, ce n'est pas très satisfaisant, et dans les années 2000, en fait, un consensus se forme dans la communauté C++ que ces spécifications throws ne sont pas vraiment utilisables. Par exemple, dans les guidelines de programmation de la bibliothèque Boost, qui fait un peu référence en matière de style de programmation C++, ils disent qu'il y a quand même un problème avec ces exceptions, ces spécifications d'exception, c'est que en fait, les programmeurs ne comprennent pas du tout ce qu'elles font, et ils les utilisent comme ils voudraient qu'elles fassent quelque chose, alors qu'elles font complètement autre chose. Typiquement, ce à quoi un programmeur s'attend ici, c'est d'abord peut-être des warnings à la compilation, et du code plus efficace produit par le compilateur. Quand le compilateur appelle G, s'il peut supposer qu'aucune exception ne sort, il va peut-être pouvoir produire du code plus efficace. Et ce qui se passe en pratique, c'est qu'il n'y a pas de vérification statique, même pas un petit warning, et le compilateur doit générer du code moins efficace. Il doit ici en particulier gérer explicitement l'exception myException, ou même générer toutes les exceptions pardon, qui ne sont pas dans cet ensemble, pour les transformer en erreur fatale. Du coup, la version 2011 du standard C++ déprécie, marque comme deprecated, ces spécifications throws, introduit quand même une forme simplifiée noExcept, donc qui est équivalente à throws de vide, et toujours avec une sémantique de vérification dynamique. Et puis la version 2017 du standard supprime complètement les spécifications throw, donc normalement vous ne devriez plus les voir dans les codes C++. Bon.
Alors, passons maintenant à Java. Donc Java, quelques années après C++. Donc, la conception date de 93-94. On essaye de prendre les bons aspects de C++ et puis d'en faire un typage statique plus sérieux. Et donc Java prend le modèle d'exception de C++ avec donc des clauses throws sur les définitions et les déclarations de méthode. Mais cette fois-là, elle les prend au sérieux. Donc s'il n'y a pas de clause throws, ça veut dire qu'aucune exception ne peut s'échapper. Plus exactement, aucune exception checked. Parce qu'il y a aussi un cas particulier pour des exceptions unchecked. Les exceptions des classes runtime exception et error n'ont pas à être déclarées et se propagent librement. L'idée, c'est que dans runtime exception, il y a des choses comme out of memory, donc j'ai plus de mémoire, ou bien null pointer exception, j'ai déréférencé le pointeur nul, et qui arrivent très très souvent et qui peuvent arriver n'importe où. Et donc, ce serait sans doute contre-productif d'avoir à déclarer sur toute fonction qui utilise un objet devrait être déclarée comme levant l'exception, possiblement l'exception null pointer exception. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de le faire. Mais pour toutes les autres exceptions, on est censé les déclarer dans des clauses throws et le compilateur vérifie statiquement que toutes les exceptions possiblement levées par les méthodes ou figurant dans les clauses throws des méthodes qu'elle appelle sont ou bien gérées localement ou bien déclarées comme pouvant s'échapper. Donc là, je vous ai fait les deux cas qui vont bien et le cas qui ne va pas bien. Donc notre fonction writeList, qui était déclarée comme levant une exception IO exception, je peux juste l'appeler en disant moi aussi je peux lever une exception, et peut-être même une exception d'une classe plus large comme exception, ou bien je peux la gérer, l'intercepter et la gérer localement, ou bien, et ça c'est correct aussi, en revanche, si j'appelle writeList et que je ne déclare rien, c'est une erreur à la compilation, puisqu'il y a une exception qui peut sortir, et elle n'est pas déclarée. Donc, comment ça s'est passé en pratique? Quelle est un peu l'expérience utilisateur avec ces spécifications d'exception qui sont vraiment prises au sérieux cette fois-ci? Donc, l'expérience est mitigée. Donc il y a effectivement un peu plus de garanties sur le flow des exceptions dans les programmes, mais on rencontre aussi des difficultés à faire évoluer un code sans changer son API. Si vous avez une bibliothèque que vous avez implémentée au-dessus d'une bibliothèque A qui utilisait certaines exceptions, donc vous les avez déclarées vous-même comme pouvant s'échapper de vos fonctions. Maintenant, vous réimplémentez au sommet de la bibliothèque B, qui, elle, utilise d'autres exceptions. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous changez vos propres déclarations d'exception, mais à ce moment-là, vos clients, vos utilisateurs vont devoir changer leur propre code aussi. Soit vous rattrapez les nouvelles exceptions, et puis vous les gérez, ou bien, mais vous ne savez pas forcément, ou bien vous les convertissez en anciennes exceptions que vous relancez. On ne sait pas trop quoi faire, d'accord? Autre problème pratique, ça ne passe pas très bien à l'échelle. Quand vous combinez plusieurs grosses bibliothèques, vous pouvez avoir de très longues listes throws, ou alors une clause très générale, throw, n'importe quelle exception. Donc ça, c'est une des réactions épidermiques de programmeurs, qui est mettre une clause throws n'importe quelle exception, partout, sur toutes les méthodes, sans réfléchir, ou bien n'utiliser que des exceptions, des classes runtime exception ou error, celles qui n'ont pas à être déclarées. Je plaide coupable, j'avoue avoir écrit du code Java comme ça quand j'étais plus jeune. Évidemment, dans les deux cas, les déclarations d'exception perdent tout d'intérêt. Et une conséquence de ça, c'est qu'en fait, plusieurs langages conçus après Java, et connaissant parfaitement Java, choisissent d'abandonner les spécifications d'exception. Alors c'est le cas notablement de C# et tous les langages de la famille .NET qui n'ont pas de déclaration statique d'exception. Mais c'est vrai aussi de Scala, au moins initialement, et d'autres langages de type Java et tournant sur la JVM comme Kotlin. Alors, parlons de Scala, parce que dans la dernière version de Scala, Scala 3, les déclarations d'exception reviennent, mais c'est avec une approche originale, qui, je trouve, vaut la peine d'être décrite aujourd'hui, une approche à base de capacité. Et il y a aussi des travaux expérimentaux, cette approche est aussi utilisée, cette fois-là, pour les effets algébriques, dans un langage expérimental qui s'appelle Effect. Alors l'approche par capacité, c'est un peu un renversement de perspective. Vous voulez éviter que les exceptions non rattrapées? C'est très facile, il suffit d'interdire de lever les exceptions, sauf si vous êtes dans un contexte qui peut gérer l'exception. D'accord? Et donc, il faut être dans la portée d'un gestionnaire
de l'exception E pour pouvoir lever l'exception E. Et comment on traduit ça? On traduit ça avec une capacité, une capability, c'est une valeur spéciale de type can_throw de E, ça c'est le type utilisé dans Scala 3. Et pour lever l'exception E, il faut avoir sous la main une valeur spéciale de ce type. Et la construction try catch case E, donc, produit une valeur de ce type, produit une telle capacité can_throw de E, qui peut être utilisée par le corps E1. Alors c'est facile si c'est E1 qui lève l'exception. En général, E1 va appeler des fonctions qui vont appeler des fonctions qui vont appeler des fonctions qui vont lever l'exception. Et donc la capacité doit se propager le long des appels sous forme d'arguments implicites de fonctions. Donc ça c'est un des mécanismes de Scala qui est mis ici à bon usage. Et du coup, alors syntaxiquement, ça ressemble toujours à une déclaration d'exception. D'accord ? On peut écrire je définis la fonction m qui prend un paramètre x de type t, renvoie un résultat de type u et peut lever des exceptions e. Sauf que en interne, ce sucre syntaxique est transformé en fait en ceci. Je définis une fonction m qui prend un paramètre explicite de type t, un paramètre implicite de type can_throw de e et qui renvoie un résultat de type u. Et donc cette fonction ne peut être appelée que dans un contexte qui contient une valeur du type can_throw de E, un contexte où il y a une capacité. Et donc voilà ce que ça fait comme propagation de la capacité jusqu'à son point d'utilisation. Donc le point d'utilisation, c'est la fonction m, d'accord, qui fait throw de E, et dans le contexte du throw de E, il y a bien une capacité, il y a une valeur can_throw de E qui a été reçue comme paramètre implicite, comme argument implicite de m. Bien. Maintenant, P va appeler m. Et donc P a aussi besoin de demander la capacité à lever l'exception E, et du coup il va recevoir une valeur can_throw de E qui va pouvoir repasser en argument à m. Et maintenant, Q, qui est ici, installe un gestionnaire pour l'exception E, et du coup, dans la partie try, apparaît par magie une valeur de type can_throw de E, qui va pouvoir être passée à P en argument implicite. Alors après, ça peut sembler très coûteux, tout ça, on va passer plein de choses en plus à l'exécution. En fait, non, ces arguments implicites sont effacés par le compilateur Scala avant compilation, avant génération de code. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de coût là-dedans. Voilà. En revanche, ah oui, et alors pourquoi faire un truc un peu bizarre comme ça? C'est dans l'espoir que ça va mieux se passer avec les fonctions d'ordre supérieur. Donc, avec les déclarations d'exception à la manière de Java, les fonctions d'ordre supérieur comme list.map ont des types un peu compliqués. Donc, vous avez en tête ce que fait list.map, elle prend une fonction de A dans B, une liste de A, et elle vous produit une liste de B, la liste des résultats. Et si la fonction f peut lever des exceptions, list.map, elle va lever les mêmes exceptions, a priori. Et si la fonction est pure, list.map est pure. Et donc on veut garder ce polymorphisme d'expression, et ça peut se faire plus ou moins dans des langages à la Java, avec des génériques, en ayant des paramètres de type supplémentaires qui sont justement les close throws. Donc ici, alors je ne sais pas si c'est du Scala très correct, mais bon, j'ai dans la classe list une fonction map, une méthode map, qui prend une fonction f déclarée comme étant a flèche b pouvant lever e, et du coup map peut aussi lever e. Et ça peut faire des types compliqués pour les fonctions d'ordre supérieur comme list.map, des fonctions comme list.map. Dans le modèle à capacité, l'observation, c'est que map n'a pas besoin de permission can_throw de E, ou d'aucune permission can_throw, car elle ne lève pas d'exception elle-même. D'accord ? C'est juste la fonction appelée qui peut avoir besoin de permission supplémentaire. Et du coup, il est valide de déclarer map sans close throws. Elle n'a pas besoin d'arguments supplémentaires, mais de capacités supplémentaires. Et ça n'empêche pas de l'appliquer à une fonction f qui peut lever une exception e. Simplement, au niveau de cet appel de map sur f, il faudra avoir une capacité can_throw de e sous la main qui peut être passée à f. D'accord ? Et passer, pas forcément. On n'a pas besoin de la transmettre à travers map, en fait, on peut la passer tout de suite ici. C'est ça, plus ou moins, l'intuition. Donc, voilà. Donc, l'idée que cette approche à capacité peut faciliter l'utilisation de fonctions d'ordre supérieur.
En revanche, il y a un point délicat, comme avec toutes les approches à capacité, c'est il faut s'assurer que la capacité K-throw de E ne doit pas s'échapper de la portée du try-catch qui l'a créé, parce que sinon, eh ben, on va pouvoir lever l'exception sans qu'il y ait de gestionnaire pour s'en occuper. Exemple d'échappement, si vous la stockez dans une variable globale, à ce moment-là, n'importe qui pourrait lever l'exception E n'importe quand. Ou, plus subtil, si vous la renvoyez en résultat, en valeur résultat du try-catch, ou même à l'intérieur d'une fonction qui est renvoyée en valeur résultat par le try-catch, eh bien là aussi vous avez un échappement qui se produit. Et donc pour éviter ça, Martin Odersky et son équipe Scala envisagent, je ne sais pas s'ils l'ont déjà implémenté, un mécanisme de valeur de deuxième classe, donc pouvoir déclarer que ces arguments implicites, can-throw, en fait, donc une utilisation possible, c'est d'être passés en arguments implicites, mais ne peuvent pas être mises dans des structures de données, renvoyées en résultat de fonction ou stockées dans des variables globales. Voilà. Et alors, quid des effets algébriques ? Jusqu'ici, je vous ai parlé des tentatives de contrôler, d'éviter les exceptions non rattrapées. Je pense que les effets non gérés sont un problème sans doute plus grave. On peut défendre le fait que les exceptions sont utilisées de manière exceptionnelle pour signaler des erreurs dont il est très difficile en général, on ne sait pas les gérer. En revanche, quand on lève des effets, on a vraiment besoin d'un gestionnaire pour les implémenter. Rappelez-vous des bibliothèques de threads coopératifs qu'on a faites au 5e cours. Les calculs ne peuvent pas tourner sans un gestionnaire qui implémente les opérations yield, de communication, etc. Donc, que font les langages qui ont des effets pour ce problème? OCaml5 ne fait rien jusqu'ici, donc on n'a aucune déclaration et aucune vérification statique des effets levés par une expression, pas plus qu'on en a pour les exceptions. Bon. Et on verra pendant combien de temps on peut tenir comme ça. Des langages expérimentaux comme F, de Bretnard et Bauer, donc Matija Bretnard est notre orateur de tout à l'heure, ou Coca de Dan Lyon, et Dan sera notre orateur la semaine prochaine, utilisent un système de type et d'effet pour s'assurer que tous les effets sont gérés, et je vais vous raconter à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Et donc il y a aussi ce langage expérimental Effect qui développe en ce moment l'approche à base de capacité. On va voir ce que ça donne. Alors, les systèmes de type et d'effet. L'idée est assez simple, c'est d'utiliser des techniques de typage statique pour décrire donc non seulement la valeur, les valeurs possibles d'une expression, mais aussi les effets qui peuvent se produire durant son évaluation. Donc le terme, je crois, a été introduit par Lucassen et Gifford dans cet article de 1988 qui a eu beaucoup d'impact. Donc l'effet d'une expression, c'est un résumé concis des effets de bord observables que l'expression peut avoir lorsqu'elle est évaluée. Et on voit aussi leur motivation initiale qui était de permettre d'optimiser l'avantage à la compilation et de faire de la parallélisation automatique. Car si deux expressions ont des effets qui n'interfèrent pas, par exemple, modifie l'état mutable, mais des états mutables disjoints, alors un compilateur peut les exécuter en parallèle. Bon. Alors, essayons de faire un tout petit système de type et d'effet pour notre langage avec exception, donc langage fonctionnel avec raise et try with. Donc, on va avoir seulement deux effets, 0 et 1. 0 dénote un calcul pur, qui ne lève pas d'exception, et 1 dénote un calcul qui peut lever une exception. Et donc maintenant, notre jugement de typage va dire, sous les hypothèses gamma, l'expression E produit des valeurs de type tau et des effets de type phi. Et alors les types de valeurs, tau, c'est les types usuels, entier, booléen, exception, et type flèche, type de fonction, sauf que maintenant il faut annoter les types flèches avec un effet. Donc on peut lire ça comme une fonction qui prend des arguments de type sigma, produit des résultats de type tau, et a l'effet phi lorsqu'on l'appelle. La fonction peut être pure, ne pas lever d'exception, dans ce cas-là phi peut être égal à 0, ou elle lève des exceptions, et dans ce cas-là phi doit être égal à
Alors, quelques règles de typage. Les constantes entières ont le type int, les constantes booléennes ont le type bool, et bien sûr, une constante, ça n'a pas d'effet, ça ne lève pas d'exception, donc on peut mettre l'effet phi égale 0, mais ça peut être pratique aussi parfois de mettre l'effet phi égale 1, prétendre que ce sont des expressions impures. Et de manière générale, les règles sont orientées pour dire qu'à chaque fois qu'une expression pure peut avoir l'effet 0, mais elle peut aussi être vue avec l'effet 1 si ça nous arrange. Et exemple, les abstractions de fonctions, lambda x.e, leur évaluation ne lève pas d'effet, donc on a un phi prime ici quelconque. En revanche, dans le type de la fonction, il faut utiliser comme effet latent phi l'effet du corps de la fonction. C'est l'effet qu'aura la fonction lorsqu'elle est appliquée. Et maintenant, quand on utilise plusieurs expressions en même temps, l'idée de base, alors parce que c'est un système de type assez simple, c'est qu'elles doivent toutes avoir le même effet. Par exemple, la conditionnelle, if1 then e2 else3, la condition doit être un booléen avec effet phi, les deux branches doivent avoir le type tau avec l'effet phi, et ce sera l'effet du if then else. C'est quoi l'intuition? Une conditionnelle est pure seulement si les trois expressions sont pures, donc phi égale 0 ici est seulement possible si les trois expressions ont l'effet 0, et dès qu'une des sous-expressions est pure, en fait, est impure, pardon, le if then else est impur. Même chose pour l'application de fonction, E1 appliqué à E2. Là, en fait, il y a trois effets à combiner. Il y a l'effet lorsqu'on évalue E1, l'effet lorsqu'on évalue E2, et l'effet de la fonction appelée. D'accord? Et d'où les trois occurrences de phi ici, effet latent de la fonction, effet de E1, effet de E2. Et une autre manière de lire cette règle, c'est que le seul moyen pour une application de fonction d'être pure, c'est que l'expression E1 doit être pure, l'expression E2 doit être pure, et la fonction appelée doit être pure. Alors, quid des levées d'exception? Donc, raise de E, c'est la seule construction qui va avoir forcément l'effet 1, elle est forcément impure. Elle a n'importe quel type de valeur tau, comme on l'a vu plus tôt, et E doit avoir EXN comme type, et peut lever une exception ou pas, c'est pas grave. Et au niveau du try-with, donc c'est là qu'en fait, on a deux effets différents, un pour le corps, l'expression qui est gérée, puisque les exceptions qu'elles peuvent lever vont être interceptées, et l'autre pour le gestionnaire E2, qui, lui, s'il lève une exception, elle sortira du try-with. D'où l'effet phi2, ici et là, différent de l'effet phi1 pour le corps de la fonction, le corps du gestionnaire. Alors là, je vous ai montré des types d'effets extrêmement simples, purs, impurs. En général, on a envie des effets un peu plus riches, souvent des ensembles d'effets élémentaires, que je vais noter grand F. L'ensemble vide d'effets, c'est la pureté, l'absence d'effets. Alors les effets élémentaires, suivant les contextes, ça peut être des grandes familles d'effets, par exemple div, state, x et control, pour dire l'expression peut diverger, l'expression a besoin d'utiliser l'état mutable, l'expression peut lever des exceptions, l'expression peut capturer sa propre continuation. Donc ça, c'est des choses qu'on voit par exemple dans le langage F-star. Ça peut être aussi donc, des effets individuels, des noms d'exception, des effets algébriques. Donc là, c'est un peu comme les close throws en Java. On a un ensemble possiblement vide d'exceptions qui peuvent sortir, de noms d'exceptions qui peuvent sortir. Après, on peut être un peu plus fin, on peut décorer les noms par des types. Par exemple, dire l'exception E peut sortir avec une valeur de type tau. On a vu ça dans clou, les exemples de clou. Ou l'effet F peut être levé avec une valeur de type sigma et un contexte qui attend un résultat de type tau. Et puis, il y a aussi les systèmes d'effets qui ajoutent des régions. Donc ça, c'est pour typer très finement les accès à l'état mutable. Donc là, non seulement on va enregistrer le type d'accès, allocation, lecture, écriture, le type taux des valeurs accédées et les régions de l'état mutable qui peuvent être accédées. Les régions, c'est juste des variables qui représentent symboliquement des zones a priori disjointes de la mémoire. Voilà. Bon, mais donc on ne va pas utiliser de région aujourd'hui. En revanche, voyons un peu ce qu'on peut faire avec typiquement des ensembles d'effets, éventuellement typés. Alors oui, avant ça, je voulais quand même vous faire remarquer que le typage qu'on a mis en place, là, il est trop simple.
il est dans la mesure où certaines fonctions ne peuvent pas être employées à la fois dans un contexte pur et dans un contexte impur. Exemple. Donc ici j'ai une fonctionnelle usePure qui exige une fonction pure, des entiers dans les entiers, et puis une fonctionnelle useImpure qui va pouvoir appeler f mais aussi lever des exceptions, donc du coup on est obligé de déclarer f avec un type impur, int flèche 1 int, et maintenant on définit f comme étant la fonction successeur, qui est une fonction pure. On peut lui donner l'effet latent 0 ou l'effet latent 1, mais quel que soit le choix qu'on fait, un des deux appels sera mal typé. Bon. Donc là, on a besoin de polymorphisme. On est trop monomorphe, on a besoin de polymorphisme sur les types d'effets. Une fonction comme la fonction successeur doit pouvoir être considérée comme soit pure, soit impure, suivant le contexte d'appel. Et ça peut se faire de deux manières. Classiquement, on peut avoir du polymorphisme de sous-typage ou du polymorphisme paramétrique. Alors commençons par le sous-typage, c'est peut-être celui qui est le plus connu. L'idée est simple, un calcul ou une fonction peut être vue comme ayant plus d'effets qu'il ou elle n'en a vraiment. Et donc ça nous donne une règle de subsomption. Si vous avez montré que E a le type tau et produit les effets phi, vous pouvez remplacer phi par un ensemble plus grand d'exceptions ou d'effets, phi', et vous pouvez remplacer tau par un supertype, tau' de tau. Alors c'est quoi cette relation de sous-typage et de supertypage? Tout type est sous-type de lui-même, bien sûr, et au niveau des types de fonctions, donc on peut prendre un ensemble d'effets latents phi' plus grand, on peut prendre un type de résultat tau' plus grand, supertype, et on peut prendre un type d'argument plus restreint, sous-type. Donc ça, c'est le phénomène de contravariance en le type des arguments. La relation de sous-typage joue dans l'autre sens pour les arguments, les types des arguments, et on peut le voir sur un exemple très simple. Donc une fonction pure des entiers dans les entiers, vous pouvez la voir comme une fonction impure, donc 0 est transformé en 1. Et en revanche, si vous avez une fonction fonctionnelle, donc qui prend une fonction impure des entiers dans les entiers, vous pouvez très bien lui passer aussi des fonctions pures. Donc vous pouvez la voir comme une fonction prenant des fonctions pures uniquement. D'où renversement de l'ordre. Contravariance. Bien. Le problème du polymorphisme de sous-typage, c'est que ça ne suffit pas pour donner la flexibilité qu'on veut aux fonctions d'ordre supérieur, comme list.map. Donc on a déjà parlé de ce problème dans le contexte de Java et de Scala. Pour une fonction d'ordre supérieur comme list.map, on voudrait pouvoir lui passer une fonction pure de sigma vers tau et obtenir une fonction pure des sigma list vers les tau list, ou passer une fonction impure avec un ensemble non vide d'effets et recevoir une fonction donc, qui a le même ensemble non vide d'effets. Et aucun de ces deux types n'est sous-type de l'autre, à cause justement de la contravariance. De la covariance et de la contravariance. Dommage. Du coup, ça ne suffit pas, le sous-typage ne suffit pas. Et on a besoin d'une autre forme de polymorphisme, cette fois-ci de polymorphisme plutôt paramétrique, à la manière des langages ML, pour toute variable de type alpha, 3 petits points. Sauf que là, on veut du polymorphisme sur des ensembles, des polymorphismes paramétriques sur des ensembles, et c'est possible d'exprimer ça en utilisant des techniques de rangée, donc type de rangée, des techniques introduites par Mitch Wand vers 1989 et développées par Didier Rémy à partir de cette date. Et ça permet en fait de donner une représentation commune pour deux sortes d'ensembles. On peut avoir des ensembles, besoin de représenter des ensembles fermés d'effets, F1, Fn, il n'y a pas d'autres effets possibles, ou des ensembles extensibles, F1, Fn, union, ρ, pour dire il y a au moins ces effets-là, mais on peut aussi considérer qu'il y en a plus. Ρ, c'est ce qu'on appelle une variable de rangée, c'est un peu comme une variable de type peut être instanciée par n'importe quel type. Une variable de rangée va pouvoir être instanciée par n'importe quelle rangée, c'est-à-dire n'importe quel de ces ensembles extensibles. Et du coup, on peut faire des manips par instantiation, unification, généralisation. On peut faire des manips comme celle-ci. Donc ici, on avait un type extensible, donc on a au moins f et f1 et tout ce qui est décrit par ρ1. On a au moins f et f2 et tout ce qui est décrit par ρ2. Non, on peut instancier ρ1 en f2 ρ, ρ2 en f1 ρ, et obtenir une instance commune.
On a F, on a F1, on a F2 et tout ce qu'il y a d'en haut, qu'on peut généraliser ensuite. Et donc, d'une certaine manière, on a pris l'union de ces deux ensembles, F1, FF1, FF2, pour obtenir FF1, F2, tout en gardant cette possibilité d'étendre via une variable de rangée. Et ça donne une forme de subsomption, donc d'utilisation d'un objet avec un type, une valeur polymorphe avec un type plus spécifique, qui est covariante et qui permet en particulier donc, de traiter les fonctions de l'ordre supérieur comme list.map. Alors la théorie des rangées est un petit peu plus complexe que ce que je viens de vous montrer, et donc je vous renvoie notamment aux œuvres complètes de Didier Rémy à ce sujet, en particulier pour typer certaines opérations, pour bien définir l'unification, ça peut être utile aussi de représenter l'absence d'un élément dans la rangée. Donc le fait qu'un f n'est pas là et ne peut pas être rajouté par instantiation de la variable de rangée. Du coup, on se retrouve avec... Et puis, c'est bien aussi de pouvoir les coder sous forme d'algèbre de termes pour pouvoir faire de l'unification. Du coup, on se retrouve avec cette présentation classique des rangées comme étant soit une variable de rangée, soit la rangée vide, soit la rangée formée de la rangée phi plus l'élément f avec la notation de présence pi. Et une présence, ça peut être le drapeau abs pour dire non, non, f n'est pas là et ne peut pas être rajouté par la suite, ou bien le drapeau près de tau qui dit oui, f est présent et avec le type tau, par exemple. Et ça peut aussi être une variable de présence pour dire ben, on est flexible, a priori on est absent, mais on peut être considéré comme présent plus tard. Donc voilà, donc il y a ces annotations de présence, et par ailleurs, il faut aussi considérer les rangées modulo permutation, donc l'ordre dans lequel les éléments sont rajoutés, F1, F2 sont rajoutés à ρ n'a pas d'importance, on peut les rajouter dans l'autre ordre, et le fait que la rangée vide représente en fait une infinité d'éléments absents. D'accord. Voilà. Et donc, avec ça, avec cette machinerie de rangée mise en place, on peut faire des typages du polymorphisme paramétrique sur les effets phi. Et on va voir ça à l'œuvre, avec donc un petit typage des effets algébriques et des gestionnaires d'effets. Donc là, on saute carrément le pas, on va même pas, on va au-delà des exceptions, on va faire tout de suite les effets algébriques et les gestionnaires d'effets, et donc en suivant l'approche de Hillerström et Linley. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme type? On va avoir des types de valeurs, qui peuvent être des variables, parce qu'on a du polymorphisme, des types de base comme int et bool. Là, on n'a pas de type prédéfini des effets. On va utiliser un autre mécanisme pour s'assurer que les effets sont bien typés. On va utiliser les rangées phi, en fait. Donc, on a des types de base, on n'a pas de type pour les effets spécifiques, on a des types de fonctions, sigma flèche tau avec un effet latent phi, on a du polymorphisme, donc la possibilité de généraliser sur trois sortes de variables, de type, de rangée et de présence. Les types des effets sont des rangées d'effets élémentaires grand F, et avec comme type de présence, donc soit des variables, soit absents, soit présents, avec un de ces types de fonctions un peu bizarres, sigma flèche tau, qui en fait indique, donc ça indique qu'il y a un effet présent, il porte un argument de type sigma, il produit un résultat de type tau. Et ce n'est pas tout à fait un type de fonction, donc c'est un type de continuation délimitée, hein, et ce n'est pas tout à fait un type de fonction parce qu'il ne peut pas lever lui-même d'effet. Et donc, qu'est-ce qui se passe justement? Comment est-ce qu'on type les lancements d'effets et les gestions d'effets, et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont d'accord sur les types de l'argument et du résultat de l'effet? Donc, voilà la règle pour le perform. Donc, lancer l'effet F avec l'argument E. Donc, ça va renvoyer un résultat de type tau avec une rangée d'effets phi. E doit être d'un certain type sigma et avec la même rangée d'effets phi. Et cette rangée d'effets phi doit contenir au moins l'effet F comme présent avec le type valeur argument sigma, valeur résultat tau. D'accord? Donc on n'a pas contraint sigma et tau par une déclaration préalable de F, comme on est obligé de le faire en OCaml, mais on enregistre donc le type de l'argument et le type de résultat dans la rangée phi. Et c'est là que le handle, les gestionnaires vont le retrouver et s'assurer qu'ils savent gérer l'effet en question avec le bon type.
Alors, la gestion des faits. Donc là, on va faire une gestion un petit peu plus sophistiquée que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on gère une expression E avec un gestionnaire grand H qui est de la forme de ce qu'on a vu à la fin du cours précédent, donc où on énumère explicitement un K pour les valeurs de base et NK pour différents effets. Donc le type, la forme générale du typage, c'est que ça va transformer le type de E, le type de valeur, mais aussi le type d'effet. Donc E avait le type sigma et sigma psi, et ça va être transformé en tau et phi. Et la transformation en question, c'est le typage de la partie with, la partie gestionnaire, qui va nous l'indiquer. Toujours cette idée qu'un gestionnaire d'effets, c'est un transformateur. D'accord ? Alors, comment ça transforme? Bon, la règle est un peu effrayante, n'ayez pas peur, je vais vous la lire. Donc, comme je disais, dans le gestionnaire, il y a un K pour le retour normal. Si l'expression gérée renvoie la valeur X, alors on évalue mval. Et nk pour les effets f1, fn, avec à chaque fois la valeur de l'effet qui est liée à la variable x, et la continuation délimitée qui permet de relancer au niveau du perform à la valeur k. Et donc, on évalue les membres droits qui va bien, M1, M2, Mn. Alors, quel typage on va donner à tout ça? Donc, sigma bang, sigma point d'exclamation psi, c'est le type du calcul qui est géré. Tau point d'exclamation phi, c'est le type du calcul après gestion. Déjà, il y a le cas simple, le cas valeur. Donc, si notre calcul termine normalement avec une valeur de type sigma, eh bien, on va exécuter la branche val de x, donc on va exécuter mval, sous l'hypothèse que x est de type sigma, et il doit produire une valeur de type tau et un effet phi. Bon. Alors, à quoi ressemblent ces effets psi et ces effets phi? Dans l'effet psi, l'effet du calcul qui est géré, les effets f1, fn doivent apparaître, et doivent apparaître explicitement avec des types sigma 1, flèche tau 1, sigma n, flèche tau n. Il peut y avoir d'autres effets, donc, qui sont dans la rangée oméga, typiquement les effets qu'on ne gère pas nous-mêmes, d'accord? Et du coup, la rangée pour le résultat, après gestion, elle va contenir les mêmes effets non gérés oméga, et elle va contenir les effets f1 et fn avec essentiellement n'importe quelle présence. Si le type de mval et des mi le permet, on peut dire qu'ils sont tous absents, puisqu'ils ont été gérés. On peut les laisser présents avec des variables, ou si en fait un mval ou un mi a relancé un des effets fi, ben, on va quand même devoir le mentionner. Et donc, oui, je vous ai dit comment on type mval. Comment est-ce qu'on type mi, le gestionnaire pour l'effet fi? Eh bien, on le type sous l'hypothèse que la valeur argument est le type sigma i, c'est le type qu'on a retrouvé dans la rangée, que nous donne la rangée, que la continuation délimitée part d'un tau i, attend une valeur de type tau i pour revenir au niveau du perform, et doit finir par produire une valeur de type tau. Et la continuation doit être vue comme ayant l'effet latent phi. Alors pourquoi ça? Parce que lancer la continuation elle-même, ça ne déclenche pas d'effet, mais une fois qu'on l'a lancée, le calcul va pouvoir relancer d'autres effets dans les f1, fn, qui eux-mêmes vont devoir être gérés parce qu'on est dans un gestionnaire profond. Donc je pense que c'est parce qu'on est dans un gestionnaire profond qu'il faut se rappeler qu'ici, on peut avoir l'effet phi. Vous voyez à quel point c'est subtil, cette petite lettre grecque au sommet de cette flèche vous capture un point subtil de la sémantique des gestionnaires d'effets. Voilà, mais je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. C'est-à-dire que dans les faits, avant gestion, f1, fn doivent être présents, avec des types qui révèlent les valeurs qu'ils peuvent porter et les résultats attendus. Et après gestion, il faut conserver les mêmes effets non gérés, et les effets gérés, eux, peuvent disparaître. Voilà. Ouf. Alors, un petit bilan donc, sur le polymorphisme de rangée et les systèmes de types et d'effets qu'il utilise. Donc, comme je le disais, ça convient bien aux fonctions génériques d'ordre supérieur, comme list.map. Et puis, il y a un point très fort, c'est que ça se prête à l'inférence automatique de type à la manière des langages de la famille ML, donc en utilisant de l'unification et de la généralisation restreinte aux valeurs.
comme donc le fameux algorithme de Damas et Milner en 1982. Et ça, c'est important parce que de pouvoir inférer la plupart de ces types d'effets, parce qu'ils sont gros et compliqués. Donc vous n'avez pas envie de les écrire à la main. Et si le tipeur peut les inférer presque tous, c'est quand même beaucoup mieux. Après, il y a deux points faibles. Il y en a un qui est que, contrairement au sous-typage, au polymorphisme de sous-typage, ça ne prend pas en compte la direction de propagation des effets, ce qui peut mener à des types peu précis. On va voir un exemple dans 2 minutes. Et le fait que, donc même si les types peuvent être inférés la plupart du temps, ils restent difficiles à lire. Dans le cas d'une erreur de typage, il faut quand même bien les montrer aux programmeurs. Et plus encore à écrire, typiquement dans les interfaces de modules et de bibliothèques. Alors un exemple de typage imprécis, c'est celui-ci. Donc j'ai une fonction d'ordre supérieur qui prend une fonction f, des entiers dans les entiers, avec un effet phi. Donc comme on est dans du polymorphisme à la ML, phi n'est pas quantifié universellement ici. Et puis un booléen b. Et elle va utiliser f 2 fois. Alors d'abord dans un contexte où l'effet e peut être lancé. Du coup, par influence, par unification, on va dire que l'effet phi doit contenir E, doit mentionner E. Cet effet E, il est géré localement. D'accord ? Donc d'une certaine manière, il ne devrait pas s'échapper. Sauf que, là, dans la gestion du cas E, on rappelle la fonction f. Et du coup, eh bien, le second appel, f à 1, est vu comme pouvant lever E, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous passez une fonction pure, f, d'accord, l'effet E ne sort jamais de ce code. Bon. Donc là, on a une espèce de propagation un peu bidirectionnelle d'informations entre cette première utilisation et cette deuxième utilisation, et qui donne des types pas aussi précis que ce qu'on voudrait. Pour le deuxième problème, donc, que les types, qui à mon avis est plus grave en pratique, le problème donc, de comment est-ce qu'on présente les rangées et les types de rangées aux programmeurs. Alors on peut envisager des heuristiques pour les afficher, par exemple ne pas afficher les variables ρ et θ, qui ne changent, les variables de présence et les variables de rangée qui ne changent pas le sens du type. On peut mettre dans l'autre sens des heuristiques pour les déclarations. Si le programmeur déclare une fonction f avec, qui est d'ordre supérieur, donc qui prend des fonctions en argument, on peut dire que par défaut, toutes les flèches du type vont partager la même rangée. Bon. Donc cette fonction ici, fonctionnelle, qui prend 2 fonctions en argument, on va dire que c'est la même rangée pour le premier argument fonctionnel, le deuxième argument fonctionnel, la fonction résultat, et même les fonctions intermédiaires, allez, tant pis. L'idée étant qu'en général, soit on va passer des fonctions qui sont toutes pures, soit on va passer au moins une fonction impure, et c'est OK que le calcul soit impur. Ça ne va pas être très précis. Il faudra bien sûr donner une syntaxe plus détaillée, plus complexe, pour donner des types plus détaillés dans les cas nécessaires. Bon, où c'est nécessaire, mais on espère que ça n'arrive pas trop souvent. C'est un vœu pieux. On n'a pas encore essayé ce genre de choses à grande échelle. Et en revanche, on peut exprimer ça... On peut aussi mettre un petit peu de flexibilité dans le système de type pour faciliter ce genre de simplification. Et c'est ce que fait Dan Lyon, enfin ce que propose au moins de faire Dan Lyon dans Coca, je ne sais pas s'il le fait aujourd'hui, qui est l'idée d'essayer de fermer activement des rangées dès que possible. Donc les règles d'instanciation et de généralisation usuelles permettent de fermer une rangée terminée par une variable ρ, si elle ne sert pas ailleurs, d'accord. Et juste fermer, ça veut dire la remplacer par l'ensemble vide. Et ça, c'est plus facile à écrire, il n'y a plus besoin de mentionner ρ. Alors bien sûr, il ne faut pas que ρ soit utilisé ailleurs, mais ça arrive très souvent. Le problème de fermer comme ça, c'est que on a l'impression qu'on a perdu en polymorphisme, on ne va plus pouvoir prendre une instance de ce type avec des effets en plus que F1, Fn. Et là, la proposition de Dan Lyon, c'est d'ajouter une règle de typage qui en fait permet de faire la transformation inverse. Donc rouvrir une rangée fermée, transformer l'ensemble vide qui est ici en n'importe quelle rangée phi' qui va bien. Et là, en fait, c'est une forme de subsomption qui ressemble davantage à du sous-typage et qui rajoute la flexibilité qu'on a perdue ici, tout en simplifiant sans doute l'affichage, et aussi la compilation dirigée par les types que Dan Lyon utilise dans Coca. Voilà,
écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on va faire un petit point d'étape et puis prendre quelques questions ensuite. Donc si on revient sur les deux questions qu'on a abordées aujourd'hui, donc la première c'était adapter le typage des valeurs en présence d'effets, d'exceptions, d'effets algébriques, de continuation, etc. Et le constat, c'est que les systèmes de type classique, donc de type Hindley-Milner, ce qu'on a dans ML ou Haskell, avec des extensions, ou système F oméga, etc., s'étendent relativement facilement à de nouvelles structures de contrôle. On a vu les exceptions, les effets algébriques, le call CC, les continuations délimitées, de type CUP2, à condition de, premièrement, restreindre la généralisation des types aux expressions qui sont des valeurs, donc la fameuse value restriction, qui est de toute manière nécessaire quand on a de l'état mutable polymorphe, et d'accepter de déclarer à l'avance le type des exceptions, des effets, des prompts, dans le cas des continuations délimitées, donc de devoir les déclarer avant utilisation. Et alors, il existe des systèmes de type qui lèvent ces restrictions, par exemple le système de type pour Shift et Reset de Danby et Filinsky, excusez-moi. Mais je ne vous les ai pas montrés parce qu'en fait, ils sont à peu près aussi complexes que les systèmes de type et d'effets, tout en donnant moins de garanties, puisqu'ils ne traquent pas les effets. Donc, c'est un peu dommage. Donc, autant faire tout de suite des systèmes de type et d'effets. Et donc là, on arrive à la deuxième problématique de ce cours, donc, est-ce qu'on peut refléter les effets dans les types ? On a vu donc un spectre assez large de mécanismes qui vont des checked exceptions, donc des exceptions déclarées de Java, jusqu'au système de type et d'effets avec polymorphisme de rangée et peut-être un petit peu de sous-typage sur le côté. Mais même les mécanismes les plus simples, comme ceux de Java, posent des questions d'utilisabilité pratique. Les types sont plus compliqués, peuvent être plus difficiles à lire, plus difficiles à écrire dans les interfaces, posent aussi des questions de génie logiciel. On risque de surcontraindre les implémentations en déclarant très précisément les effets qu'elles peuvent produire, excusez-moi, et ce qui va empêcher leur évolution ultérieure. On a vu apparaître un nouveau point de vue à base de capacité, dans Scala 3 notamment, qui pourrait répondre à certains de ces problèmes, en particulier simplifier les types de fonctions d'ordre supérieur, mais qui nécessite de nouvelles machineries dans le langage et dans de nouveaux mécanismes dans le langage et son système de type, comme ces fameuses valeurs de deuxième classe, qui franchement ne me sont pas très claires. Et enfin, donc il y a une alternative qu'il faut que je mentionne, même si je n'ai pas eu le temps d'en parler en détail dans ce cours, qui consiste à dire, bon, si tout ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'un programme ne termine pas par exception non rattrapée ou effet non géré, on n'est pas obligé non plus d'utiliser des techniques de typage. On peut aussi faire de l'analyse statique plus classique, des flux de contrôle, une forme d'interprétation abstraite, si vous voulez, sur le programme tout entier. Mais alors, donc du coup, il n'y a aucune déclaration de type, on n'a pas besoin d'annotation de la part du programmeur. Le problème, c'est qu'il faut le programme tout entier. Ce genre de technique ne marche pas à l'échelle d'une bibliothèque ou d'un module. Et du coup, il faut aussi souvent beaucoup de RAM, parce que sur des gros programmes, ça peut être très, très gourmand en ressources. Mais c'est une alternative qu'il faut peut-être garder en tête aussi, avant de se lancer dans des systèmes de type et d'effets extrêmement compliqués. Voilà, donc un peu de lecture pour aller plus loin. Donc sur les systèmes de type en général, et les systèmes de type et d'effets en particulier, et les types de rangées en particulier, les livres de Benjamin Pierce sont une excellente référence, en particulier donc dans le deuxième tome, l'ouvrage collectif Advanced Topics in Types and Programming Languages, vous avez un chapitre sur les systèmes de type et d'effets. Vous pouvez vous contenter d'aller jusqu'à la section 3.3. Et le chapitre sur l'inférence de type parle beaucoup des rangées, excusez-moi. Ceci dit, il y a aussi une autre vision qui est intéressante parce qu'elle vient du monde de l'analyse statique sur les systèmes de type et d'effets dans le livre de Nielsen et Rankin, chapitre 5. Et si vous voulez en savoir plus sur l'approche de capacité des exceptions qui se met en place dans Scala 3, donc il y a cet article de Odersky et co-auteur au workshop Scala 2021. Voilà, je vous remercie de votre attention.